Salut YouTube, j'espère que ça va bien. C'est une petite nouvelle formule que je vous propose. Rendez-vous le jeudi matin de 10h. Jeudi matin de 10h à 12h30. Oui, bon, c'est bon, j'ai un peu déraillé. C'est le matin, j'ai le droit de dérailler ou pas? De 10h à 12h30 pour une petite revue de lecture. On se réveille tranquille. Enfin, on se réveille. Vous êtes déjà au travail, mais moi en tant que streamer, je me réveille tranquille, 10h. On lit des articles comme ça, tranquille. On s'intellectualise le petit matin là. Le cerveau il est encore disponible à 10h. Et on lit des petits trucs et on s'instruit. J'aimerais appeler ça un truc apprenant. C'était quoi? Comment il l'avait appelé ce con là? Un été apprenant, je sais pas quoi. Bref, je me rappelle plus de son slogan de merde. Et donc venez sur Twitch et là on va lire un article de Selim Nedi. Selim Nedi, un militant marxiste assez connu dans le milieu militant. Un été culturel et apprenant, voilà, merci. Et là qui a fait un article sur la Palestine et quelle stratégie adopter en Palestine en réponse à RP. RP de Révolution Permanente, qui avait publié un article sur quelle est la stratégie à appliquer en Palestine avec toujours leur truc de la révolution prolétarienne, blablabla. Et Selim Nedi a décidé de leur répondre et de leur dire non, c'est pas ça une analyse marxiste de la question palestinienne. Et c'est parti, vous allez voir, les gens, vous êtes prêts à un excellent article, un article d'un marxiste conséquent qui la ramène pas trop et qui est en train d'écrire et qui prouve ce que c'est une analyse matérialiste basée. Let's go! C'est parti, let's go! Je vous ai donné l'envie, non? L'envie d'avoir envie. Et d'ailleurs YouTube, n'oubliez pas, like, partage, commente cette vidéo et il y a les liens en Streamlabs si tu veux soutenir. C'est parti! Alors, Palestine, quand l'horizon efface le chemin. Réponse à révolution permanente. Alors oui, la photo, on n'a pas les... voilà. C'est Ouria Boutelja qui parfois s'occupe de mettre les photos d'illustration. Elle n'a pas encore compris le principe des droits d'auteur. Je me demande si elle croit que ça fait partie de la photo. C'est 1, 2, 3, RF. Voilà, on est désolé, c'est un peu une boumeuse. Il faudra qu'on lui explique qu'il ne faut pas faire ça. Qu'en plus, ça ne fait pas du tout professionnel. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle là, votre revue décoloniale, le nouveau numéro qui est sorti de la revue Nous sur légaliser l'opium du peuple. Let's go! Palestine, pensez la stratégie au-delà des évidences militantes. La Palestine n'est pas seulement le nom d'une injustice historique, ni celui d'une résistance qui force l'admiration. Elle est aussi, depuis plusieurs décennies, le lieu d'un problème politique non résolu. Celui de la stratégie de la libération. Et c'est vrai que quand vous êtes un peu dans le milieu militant, anti-impérialiste, marxiste, pro-palestinien, effectivement, il y a une idée de la Palestine indépendante, la Palestine libre, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que dans ce milieu militant, il y a la question de la stratégie à adopter. Alors, la stratégie à adopter, que ce soit en Palestine, quelle stratégie les Palestiniens doivent adopter ou devraient adopter, mais aussi la stratégie à adopter quand tu es un pro-palestinien non palestinien. Par exemple, quand tu es un pro-palestinien en France. Et notamment de savoir, est-ce qu'on doit dire aux Palestiniens, quand tu es un Français, quelle stratégie ils doivent adopter. Voilà, ça fait partie des gros débats qu'il y a au sein de l'impérialisme et tous les trucs de l'indépendance. Et ça, c'est un débat qui avait déjà lieu avec Lénine et Rosa Luxembourg sur les indépendances nationales. Ils se sont frités sur ça. Alors moi, le débat entre Lénine et Rosa Luxembourg, je serais plutôt du côté de Lénine. Hein. Et Lénine, c'est l'idée qu'il faut passer par l'indépendance avant de mener vraiment la lutte. Enfin, la lutte d'indépendance est déjà en soi une lutte prolétarienne. Bref, c'est les gros débats classiques au sein des anti-impérialistes. La persistance de l'occupation, la fragmentation territoriale, la division institutionnelle palestinienne et l'isolement régional ne peuvent être expliqués uniquement par la violence et la puissance de l'ennemi. Ils obligent à interroger la manière dont la lutte elle-même a été pensée, organisée et orientée. C'est dans ce contexte qu'a été publié récemment sur le site Révolution Permanente. Alors oui, j'ai l'impression qu'on tape beaucoup sur Révolution Permanente en ce moment. Il y a eu la pas du team et tout, mais ça reste des amis, hein. Ça reste des camarades, ça reste des frères, ça reste... c'est pas des ennemis, hein. Pour moi, ça fait partie du débat intellectuel et militant entre nous. On a le droit d'être désaccords, non? On a le droit de pas d'avoir des désaccords stratégiques. L'article intitulé « Palestine, quelle stratégie pour la libération ?» Le texte a le mérite de poser frontalement une question trop souvent évacuée à gauche. Il identifie avec justesse plusieurs impasses réelles. La faillite d'Oslo, la subordination au régime arabe, l'épuisement de certaines formes de lutte et la nécessité de rompre avec toute illusion institutionnelle. Donc RP a fait du RP quoi. Free Eddy, il a fait quoi Eddy? J'ai vu qu'il était sur Twitch gauchiste Eddy.
J'ai pas vu le clip, envoyez-moi le clip, je verrai. Je dirais si Eddie c'est un forceur ou pas un forceur. Mais en prétendant tirer de ces constats une orientation stratégique, l'article tend à substituer à l'analyse concrète des rapports de force une série d'affirmations de principes. Indépendance de classe, énoncée abstraitement. Ah, moi je déteste ça. Ah là là, ceux qui sont en Palestine, ceux qui sur la Palestine disent non, c'est les prolétaires palestiniens qui doivent faire la lutte. Ah, ça m'énerve. Un appel à une révolution régionale conçue comme horizon général et disqualification implicite des formes existantes de résistance palestinienne. Ouais. Bon, ça m'a l'air d'être un article très RP, quoi. RP qui dit non, non, il faut pas avec les institutions, non, pas avec la bourgeoisie arabe, révolution, révolution. Oui, bon, hein. Le problème n'est pas ici l'excès de radicalité, mais plutôt l'orientation parfois schématiquement gauchiste du texte. La confusion entre la justesse d'un principe et la construction d'une stratégie. En gros, l'idéalisme et la réalité concrète. Le refus de penser les médiations, les fronts, les phases et les contradictions internes d'une lutte réelle. La tentation de se placer en surplomb du mouvement existant plutôt que de travailler en son sein. Une telle posture, alors là, j'ai l'impression qu'il est en train de leur faire une leçon de léninisme. Analyse concrète de la situation concrète. Selim, il est en train de leur faire une leçon là. Une telle posture peut sembler intransigeante. Elle laisse pourtant intacte la question décisive. Comment une lutte de libération devient-elle une force capable de vaincre et pas seulement de durer ou de témoigner? Oh, ça c'est une vraie question. Ça c'est beau ça. Ça j'adore cette question. Cette difficulté apparaît de manière particulièrement nette dans le traitement des formes populaires de résistance, notamment islamo-nationalistes. Ouh là 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 là. Deux mots que la gauche déteste. Islamo-nationaliste. Là, il y a des ruptures d'anévrisme dans 90% de la gauche blanche. Et c'est vrai, comment penser les luttes d'indépendance ? Déjà que la gauche a du mal à penser les luttes d'indépendance et le nationalisme pour les pays colonisés, pour les pays néocolonisés, alors quand tu parles d'islamo-nationalisme, alors là, ça les tue là. Alors là, non. Je veux bien être tolérant, mais alors là, non. Plutôt que d'être analysés comme des faits sociaux politiquement et historiquement produits, enracinés dans des transformations de classe, des défaites accumulées et une situation coloniale spécifique, elles tendent à être appréhendées comme des impasses stratégiques en soi. Or, une analyse matérialiste ne commence pas par disqualifier les formes... Attends, on va répéter cette phrase. Très très important. Écoutez bien. Une analyse matérialiste ne commence pas par disqualifier les formes existantes de mobilisation. Elle cherche à comprendre leurs fonctions, leurs contradictions et les conditions dans lesquelles une lutte pour l'hégémonie peut s'y déployer. Extrêmement important ça. T'es obligé de faire avec ce qui existe déjà plutôt de juste disqualifier ce qui existe déjà. Et faire avec ce qui existe déjà, c'est pas dire ah c'est génial ce qui existe déjà, là, ce qu'on a devant nous. Mais c'est dire ok on a ça devant nous. S'il y a ça devant nous, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a ça devant nous. Ce ça existe. Qu'est-ce qui se fait que ce ça existe et comment on peut mener une lutte révolutionnaire à partir de ce qui existe là. C'est ça, une vraie politique révolutionnaire. Oui, ben oui, c'est ça une vraie politique matérialiste. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans beaucoup, que ce soit APDH, ligne anti-imp, voilà, toute la gauche autour de nous, couvez la kiss. Et c'est ce que ne comprennent pas les gens avec nous. Ce texte ne se propose donc ni de défendre les orientations dominantes du mouvement palestinien, ni de condamner idéologiquement ces formes de résistance. Il part d'un autre point de vue, réintroduire la question stratégique sur des bases matérialistes, en s'appuyant sur les débats du marxisme arabe révolutionnaire, sur l'histoire concrète des mouvements palestiniens et sur les discussions stratégiques qui traversent le monde arabe depuis des décennies. Alors, si vous voulez, j'ai oublié de dire ça, mais est-ce que vous vous rappelez de mon article, de mon intervention à l'université d'été décoloniale sur former des élites musulmanes en France, des élites musulmanes marxistes en France. Et vous vous rappelez de cette intervention qui a fait, Marianne a fait un article dessus, bref, il y a plein de gens qui ont fait un article dessus. Bah, c'était coécrit avec Selim Nedi, voilà. Selim Nedi était et même c'est celui qui a écrit 70% de l'article. Voilà, c'est lui qui l'a écrit. La thèse défendue est simple. La libération de la Palestine ne viendra ni de la gestion institutionnelle de l'occupation, ni de la célébration abstraite de la résistance, ni de l'affirmation incantatoire de principes justes. Elle suppose une stratégie de longue durée, capable d'articuler lutte nationale et lutte sociale, unité populaire et indépendance politique,
résistance armée et organisation de masse, horizon régional et construction patiente de l'hégémonie. C'est à cette condition seulement que l'indépendance de classe cesse d'être un slogan pour devenir une force matérielle. Et quand même, quand t'aimes bien lire des marxistes, t'aimes bien lire Selim. Parce que je trouve qu'il a quand même un peu la DA des marxistes classiques et tout. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Un diagnostic souvent juste, mais une stratégie qui s'évapore. Ce que l'article de Révolution permanente voit correctement et qu'il faut conserver. C'est horrible parce que ça fait très prof. Alors ça, c'est bon. Ça, tu peux garder. Ça, tu peux garder. Ça, tu peux garder. Commençons par rendre à l'article de Révolution permanente ce qu'il a de plus utile. Il prend au sérieux la question stratégique au lieu de se contenter d'une indignation morale, même légitime. Et ça, c'est vrai qu'il y a un petit problème dans la gauche, c'est que souvent on est juste en mode ah, c'est pas cool. Ah, c'est vraiment pas bien. Ah, ce qui se passe là-bas, il n'y a pas d'analyse après matérialiste, il n'y a pas d'analyse marxiste sur ce qui se passe. Et je trouve qu'un excellent exemple de ça, c'est ce qui se passe en Iran. Ce qui se passe en Iran, on est juste dans l'indignation morale. Ah, c'est pas bien ce qui se passe en Iran. Ah, le régime des mollahs, ce qu'ils font au peuple et tout. Mais il n'y a pas une analyse matérialiste de comment ça se fait qu'il y a un régime répressif, comment ça se fait que cette population est dans cet état-là, quel est l'état de l'Iran, quelle est l'histoire de l'Iran, quelles sont les conditions socio-matérielles de l'Iran, face à quoi l'Iran doit faire face, qu'est-ce qui amène la dérive de l'État, qu'est-ce qui amène cette autorité. Et je rappelle, l'explication de la répression du mouvement social en Iran par c'est l'islam, c'est l'analyse la plus éclatée au sol qui soit. Faut le répéter encore et encore. Expliquer ça par c'est les mollahs et c'est l'islam, vous êtes des débiles profonds. Voilà, simple. Et surtout, il prend appui sur des éléments matériels. D'abord, son bilan du tournant du Fatah, je le dis bien, Fatah, vers la logique du mini-État depuis Oslo est construit autour de la constitution d'intérêts de classe. La direction nationale s'arrime à deux fractions bourgeoises. Diaspora capitalisée dans le Golfe, bourgeoisie locale arrimée aux dispositifs coloniaux. Et l'autonomie devient un dispositif de pacification et d'accumulation sous tutelle israélienne. C'est pour ça que moi, la solution à deux États, j'y crois pas trop. Et c'est effectivement l'une des solutions promues par une certaine bourgeoisie palestinienne où eux, ça les accommode, ils ont leur petit État, ils ont leur petit à côté, en plus ils ont des intérêts, ils peuvent être un peu les généraux d'Israël de contrôle de la population palestinienne. Par contre, il ne faut pas non plus être puriste, on peut comprendre aussi qu'il y a d'autres stratégies de, au moins pour l'instant dans un truc étapiste, même je suis plutôt très sceptique sur cette logique étapiste, mais parfois il y en a certains avec une logique étapiste de c'est déjà ça et après on aura un état vraiment complet réel. Mais voilà, le texte insiste sur cette dimension économique et sociale, marché captif, main-d'œuvre intermédiaire, jusqu'à la transformation de l'autorité en police supplétive. Et oui, l'autorité palestinienne, c'est devenu les gendarmes des Israéliens. En fait, les Israéliens, Israël, il lègue ça en fait, il lègue, non. Comment dire, c'est comment on dit quand tu soustrais, non, c'est le terme. Des gens. Par exemple, c'est nos ouvriers en Pologne qui vont le faire, c'est sous-traite, voilà. Ils sous-traitent ça. Ils délèguent, ils sous-traitent, voilà, merci, ils sous-traitent. T'es nul. Mais t'es nul pour trouver des mots, t'es nul. Je vous mets le lien là. Ils sous-traitent ça aux Palestiniens. Voilà, à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne fait la police pour l'armée israélienne. On continue. Ensuite, l'article a le mérite d'affronter sans euphémisme une vieille question, celle des limites historiques d'une partie de la gauche palestinienne. RP vise en particulier l'usage qu'a fait le FPLP d'une grammaire tiers-mondiste et maoïsante et de la guerre populaire prolongée en la reliant à une logique de fronts nationaux où le prolétariat sert d'appoint au lieu de constituer un pôle autonome. Que l'on partage ou non la totalité de cette lecture, elle pointe un problème réel. La difficulté à produire durablement une alternative hégémonique à l'intérieur même du mouvement national. Enfin, l'article insiste sur une leçon dure mais solide. Le cadre régional n'est pas un décor. Les régimes arabes peuvent soutenir mais aussi utiliser, monnayer, étouffer. Et l'histoire palestinienne est traversée par cette contradiction. Et d'ailleurs, il y a souvent des fachos qui nous disent pourquoi vous dites rien sur les régimes arabes ? Ben si, il y a plein de régimes arabes, c'est des traîtres. De faire croire que nous, notamment les décoloniaux, les antiracistes en France, on n'est pas critiques envers la trahison des régimes arabes envers la Palestine, c'est quand même le pire des mensonges. Ouais, bah bravo, hein, vous dites rien sur les régimes arabes. Si, c'est des traîtres. L'Égypte a trahi, les Émirats arabes unis ont trahi,
Les Émirats Arabes Unis, c'est une catastrophe. C'est grave, c'est grave. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn qui ont déjà répondu positivement à l'invitation de Trump sur son conseil de la paix, là, je sais pas quoi, pour concurrencer l'ONU. Voilà. Bref. On est déjà. Et le Maroc a dit oui. Oui, non, mais je veux dire, voilà, c'est ceux qui ont répondu le plus rapidement. Hein. Les Émirats Arabes Unis, c'est pire que des traites, c'est des collabos. Le Maroc également, bon voilà. L'Égypte aussi, bah, pas étonné. Sur ce point, l'article plaide pour que la libération soit pensée dans un horizon régional et non comme une affaire strictement palestinienne, décrochée des rapports de force du Proche-Orient. Et oui, effectivement, tu peux pas imaginer une Palestine libre dans une région arabe qui serait encore sous domination américaine, qui serait pas autonome, qui serait pas indépendante. Et effectivement, la libération de la Palestine, ça passe aussi par la libération du Moyen-Orient en général. Jusqu'ici, on a un ensemble de constats globalement robustes. Le problème commence au moment où l'article veut transformer ce diagnostic en stratégie. Donc là, Selim Nedi est en mode « Ah, sur le constat, on est d'accord ». Sur le constat, très bon constat de la part de Révolution Permanente, il faut le saluer. Mais après, sur les stratégies déployées, c'est là où ça va plus. Et moi, je serais plutôt, vous avez compris, du côté de Selim. Alors, là où ça bascule, quand l'indépendance de classe devient un substitut de stratégie. Ben là, j'ai l'impression que c'est toujours l'argument. Je veux dire, vraiment, moi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, sur les constats, c'est excellent, il n'y a pas de souci et tout. Mais après, sur la stratégie, quelle que soit la question, RP, moi, ça m'hallucine. C'est juste révolution, grève générale, c'est ça la solution. Je sais pas, je les trouve déconnectés de. Oui, ok, d'accord. Mais concrètement, ça ne va pas marcher, votre truc, ça me semble. Oui, c'est Hello pareil. Ouais, je suis halluciné à chaque fois. À l'IRRP, on a parfois l'impression qu'il suffirait d'identifier correctement les trahisons, les capitulations et les dépendances, puis d'affirmer 3 ou 4 principes, indépendance de classe, rupture avec les régimes, horizon régional, pour tenir une stratégie. Elle est dure parce qu'elle est vraie, cette phrase. Or, il suffit d'affirmer 3-4 principes et c'est bon. C'est exactement ça. Exactement. C'est nos principes. C'est comme ça. C'est ça la stratégie. Or, c'est précisément le point où, dans une tradition marxiste-léniniste, au sens non dogmatique du terme, on parle de gauchisme. Non pas parce que les principes seraient faux, mais parce qu'ils sont traités comme s'ils dispensaient du travail le plus difficile, celui des médiations. Je trouve qu'il explique très bien Selim. Je trouve qu'il ne fait pas non plus très méprisant. Il explique très bien qu'est-ce que c'est le gauchisme. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que ce n'est pas juste une insulte pour éviter l'argumentation. Il n'est pas juste en train de dire « Ah, bande de gauchistes !» Non, il explique « Vous êtes gauchiste parce que vous avez oublié les médiations. Moi, je suis d'accord avec vos principes, mais vos principes ne suffisent pas. Il faut aller faire un travail aussi de médiation. Comment on arrive à mettre en place ces principes? C'est ça le plus dur. » Bref, Selim, extraordinaire. Allez voir, allez lire. Voilà, j'ai un respect incroyable pour lui, énorme pour lui. Une stratégie n'est pas une liste d'ennemis ni un vœu pieux. Elle suppose au minimum une définition de la lutte, une appréciation du rapport de force, une théorie opératoire, pas un vernis, et un programme politique, militaire et organisationnel. Analyse concrète de la situation concrète. C'est exactement ce que formulait Abache dès 69 dans un texte de combat. Porter les armes ne suffit pas. Et sans analyse concrète des forces, des alliances et de l'ennemi, il n'y a pas de programme révolutionnaire digne de ce nom. Or, dans l'article de RP, on trouve bien une formule qui ressemble à une conclusion stratégique. La perspective d'une révolution régionale portée par les masses. Mais on cherche longtemps l'architecture qui permettrait d'y parvenir. Quelle forme de front? Quelle articulation entre unité nationale et lutte d'hégémonie? Quelle institution de lutte? Quel cadre populaire? Quelle doctrine de durée? Sur ce point-là, la révolution régionale fonctionne trop souvent comme un horizon qui remplace le chemin. C'est beau, mais c'est beau. C'est si bien écrit, j'ai envie de jouir tellement c'est bien écrit. Enfin, c'est pas bien écrit en termes d'esthétique. C'est bien écrit en termes de, de concrétude, j'ai envie de dire. C'est concret, c'est... Voilà. C'est simple, c'est abordable quoi. Le problème se voit encore mieux dans le traitement de la question nationale. RP critique à juste titre les effets politiques d'une collaboration de classe au sein du mouvement national. Mais il tend à rabattre la lutte nationale sur la direction bourgeoise qui la capture, comme si la nation n'était qu'un écran idéologique. Or, dans une formation coloniale, la lutte de libération nationale n'est pas un supplément d'âme.
Elle est la forme historique concrète que prend la lutte des classes elle-même. Parce que l'ennemi central n'est pas seulement une bourgeoisie, mais une structure coloniale qui organise l'exploitation, l'expropriation et la fragmentation. Donc grosso modo, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que dans la lutte d'indépendance nationale, ça n'a pas de sens d'être contre la lutte d'indépendance avec l'idée de « Ah non, mais c'est la révolution prolétarienne !» Parce que dans une lutte d'indépendance nationale, dans un pays colonisé, la lutte prolétarienne, sa forme, c'est la lutte d'indépendance. C'est la forme de la lutte prolétarienne. C'est comme ça qu'elle s'organise, c'est ce qu'elle doit faire dans ce moment-là. La lutte d'indépendance nationale dans un pays colonisé, c'est la lutte prolétarienne. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça qui est important. Madi Hamel l'exprime avec une netteté rare. En situation coloniale, la révolution socialiste est inséparable de la libération nationale. Faut répéter, la révolution socialiste est inséparable de la libération nationale. Dit autrement, critiquer les directions bourgeoises est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, Fanon était pour une lutte d'indépendance nationale avec une sorte d'alliance de classe, là, parce que c'était la lutte prolétarienne, la lutte révolutionnaire socialiste à mener, tout en critiquant la bourgeoisie, tout en critiquant les risques de récupération de la lutte d'indépendance par la bourgeoisie. Il est possible de faire les deux. Il est possible d'appeler à la lutte d'indépendance nationale en prévenant des risques de récupération bourgeoise. La question stratégique n'est pas de sortir de la lutte nationale pour atteindre enfin la lutte de classe pure. Elle est de savoir comment construire à l'intérieur du bloc national populaire réellement existant une force capable d'en disputer l'hégémonie. C'est ici qu'une expérience historique comme celle retracée par Kazia sur les trajectoires du mouvement national arabe est utile. Le mouvement peut souffrir moins de trop de décentralisation que de l'abandon de leur indépendance organisationnelle. Autrement dit, la question décisive n'est pas d'énoncer la bonne ligne, mais de tenir les formes d'organisation qui permettent de ne pas être absorbées, tout en restant prise avec les masses. Enfin, dernière bascule, elle est politique. RP s'expose à traiter les formes islamo-nationalistes surtout comme un problème à contourner, là où une approche matérialiste devrait d'abord les saisir comme des faits sociaux et politiques produits par l'histoire palestinienne. Sans idéaliser qui que ce soit, les travaux de Dod Pouillard, Alage et Rébillard montrent par exemple que le djihad islamique palestinien ne se laisse pas réduire à l'imaginaire d'un djihad transnational. Il est d'abord un acteur palestinien radical contre Israël, mais recherchant aussi une certaine unité interne avec des paradoxes qu'une analyse stratégique doit intégrer plutôt que balayer. Je rappelle, il parle de ce livre-là. Excellent, incontournable. Il faudra que j'invite Nicolas Dod Pouillard parce que c'est le seul que je connais parmi les trois. Un livre extraordinaire, de la théologie à la libération, histoire du djihad islamique palestinien. Et en fait, il y a plein de discours autour du djihad islamique palestinien de gens qui ne connaissent pas le djihad islamique palestinien. Et effectivement, quand ton nom d'organisation c'est djihad islamique palestinien, ton nom il fait trois mots que la gauche déteste. Allez, palestinien, on va mettre de côté. Palestinien, on va dire, allez, pourquoi pas. Mais trois mots que la France déteste, djihad islamique et palestinien, et deux mots que la gauche déteste, djihad islamique. Genre, vous n'avez rien fait pour vous rendre abordable pour la gauche. Mais les gens, il faut lire ce livre, et il faut découvrir ce que c'est le djihad islamique palestinien, sans faire l'éloge du djihad islamique palestinien. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure organisation palestinienne, mais c'est loin des clichés qu'on a autour du djihad islamique palestinien. Parce qu'on s'imagine des gens comme Daesh, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Ils sont proches, ils peuvent être proches du FPLP, ils peuvent être proches des trucs laïques, ils sont pas du tout des fous du bus islamique et tout. Franchement, allez lire, c'est excellent. Il y a des anciens, ce n'est pas Daesh, oui, il y a des anciens maoïstes et tout, donc c'est un excellent livre que je vous conseille, un incontournable. Je sais pas s'il est encore accessible, mais bref, allez lire ça. On peut lire ça dans le métro. Le point n'est pas de déplacer la critique vers une querelle d'étiquette. Il est plus simple. Une stratégie de libération ne peut pas commencer par excommunier les formes populaires existantes de la résistance. Elle doit comprendre comment elles tiennent, ce qu'elles permettent, ce qu'elles empêchent et comment y construire un déplacement d'hégémonie. Donc encore une fois, il ne s'agit juste pas de dire « Oh, les organisations palestiniennes, c'est nul !» Oh non, il faut faire autrement. Il s'agit de dire comment ça se fait qu'il y a ces organisations palestiniennes qui existent, comment ça se fait qu'elles ont cette forme-là, ces stratégies-là, ces idéologies-là, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?
toujours un point de vue matérialiste, un point de vue marxiste conséquent, c'est de faire avec ce qui existe déjà plutôt que de dire ah non non mais c'est non non ça c'est nul. Alors faut juste imaginer une autre manière de faire et tout refaire à zéro. Ça n'existe pas. La stratégie de la table rase, ça n'existe pas. Si l'on veut sortir de la posture même juste pour entrer dans la stratégie, il faut donc faire ce que RP réclame sans le faire vraiment. Formuler une méthode de guerre politique. Méthode de guerre politique, Salim Nedi, vous pouvez vous expliquer? Formuler une méthode de guerre politique au sens large. Analyse, phase, front, instrument, hégémonie. Ce qu'est une stratégie matérialiste et ce que RP ne construit pas. J'aime bien parce qu'il est dur mais juste. Dur mais juste avec RP. La difficulté de l'article de Révolution permanente tient moins à ses prises de position qu'à une absence. Il parle de stratégie, mais il ne produit pas les outils qui permettent de passer du diagnostic à une orientation opératoire. Or, dans une lutte de libération, l'écart entre dire vrai et être stratégique est souvent celui qui sépare une politique qui éclaire d'une politique qui gagne. Il a quand même le sens de la formule, le petit Selima. C'est quand même classe. Stratégie, une grammaire exigeante, pas un horizon. On peut définir minimalement la stratégie comme l'art d'organiser une trajectoire de victoire à partir d'un rapport de force donné. Cela implique au moins 4 opérations. Vous sentez le gars qui a une formation marxiste? Vous sentez le gars qui s'emmerde pas avec les formes. Il n'essaye pas d'être un écrivain, il n'essaye pas d'être beau, non, il essaye d'être efficace. Je trouve que c'est vraiment le style marxiste que j'adore. Je vais pas vous emmerder avec des beaux mots et tout. On va essayer d'être carré, stratégique, efficace, être accessible et être pragmatique. On y va, let's go. Nommer la nature de la lutte. Une lutte n'est pas seulement juste, elle est déterminée. Ici, une situation coloniale, et plus précisément de colonisation de peuplement, où l'adversaire ne cherche pas seulement à dominer, mais à remplacer, fragmenter, expulser, administrer et reconfigurer le territoire. Dire cela n'est pas un slogan, c'est ce qui conditionne toutes les questions suivantes. Front, temporalité, institution de lutte, forme de violence et de masse. RP évoque bien cette réalité, mais sans en tirer une doctrine. Évaluer les forces réelles. Non pas le peuple en général, mais oui, parce que le peuple, unité du peuple, ça veut rien dire. Voilà, il y a un moment donné, tu parles de quel peuple? Quel est le peuple dont tu parles? Non pas le peuple en général, mais les forces organisées, leurs bases sociales, leurs ressources, leurs dépendances, leurs fractures, leurs relais régionaux et internationaux. Abache insistait déjà sur ce point. Une stratégie commence par l'appréciation des forces. D'ailleurs, sur Abache, il y a aussi 1er matin de novembre qui a sorti un livre, là, il n'y a pas très longtemps, sur le FPLP, etc. et tout. Je vous invite à aller voir. J'ai déjà fait une émission avec eux il y a au mois de juin et tout. Donc, allez voir, c'était vraiment cool. Les siennes, celles de l'ennemi, celles des alliés et celles des adversaires indirects. Faute de quoi l'action se réduit à la bravoure. Définir des phases et des objectifs intermédiaires. Ça, c'est un vrai. En vrai, on ne fait plus ça. Il n'y a plus une organisation marxiste, révolutionnaire, qui a vraiment un programme un peu plus établi, qui ferait vraiment une stratégie révolutionnaire carrée, avec des objectifs, avec une temporalité, avec ce qu'il faut conquérir. Non, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus ce travail qui est fait. Alors, une stratégie n'est pas une proclamation. Révolution régionale! C'est une séquence de tâches avec des critères de passage. Or, chez RP, l'horizon régional tend à fonctionner comme une solution générale, sans articulation claire à une progression de lutte, à des institutions populaires, ni à des formes de front. Produire des instruments, organisations, programmes, doctrines. Sans programme politique et militaire, sans forme d'organisation capable de tenir dans la durée, la lutte se condamne à l'improvisation. RP, lui, critique, souvent à raison, mais il reste étonnamment avare en doctrine positive. Indépendance de classe, un principe nécessaire mais insuffisant. Là où l'article de RP s'expose au gauchisme, c'est lorsqu'il traite l'indépendance de classe comme si elle valait stratégie. Le principe est juste. Sans autonomie politique, l'énergie populaire est capturée, convertie en monnaie diplomatique ou neutralisée par des appareils. Mais il manque 2 choses. Petit a. Alors, point 2, petit a, petit b. J'adore. Alors, il manque 2 choses. Petit a, l'indépendance ne se décrète pas. Elle se construit dans les formes. Ceux qui protègent l'autonomie, ce ne sont pas d'abord des déclarations, mais des formes organisationnelles, des ancrages sociaux, des mécanismes de décision, des ressources propres et une capacité à ne pas être absorbé tout en restant dans le mouvement réel.
L'histoire des recompositions autour de Habash et du mouvement national arabe, telle que l'analyse Kazia, montre bien que la question décisive n'est pas seulement la bonne ligne, mais la capacité à tenir une organisation qui ne devienne ni appendice ni régime, ni appendice d'un régime, ni simple reflet d'une faction sociale. Le problème n'est pas nation contre classe, mais hégémonie dans le bloc national populaire. Dans une formation coloniale, la lutte nationale n'est pas un décor idéologique. Elle est l'espace concret où se joue la lutte pour la direction politique. Madi Hamel est précieux ici, précisément parce qu'il refuse les raccourcis. La libération nationale et la transformation sociale ne se succèdent pas mécaniquement. Elles s'impliquent, se tendent, se conditionnent. Cela change la question. Il ne s'agit pas de sortir du national, mais d'y mener une bataille d'hégémonie, donc de front, de programme, d'organisation et de durée. Le niveau de précision, c'est carré, hein. Les gens, c'est libre, c'est carré. Voilà. Il est en mode, vous voulez parler de révolution, marxiste? Allez, on y va, je vais vous montrer, je vais vous faire la leçon. Front, l'outil que RP laisse dans l'ombre. Une stratégie matérialiste ne contourne pas la question du front. Elle la met au centre. Alors, attention, on ne parle pas de ça. Hein. Sinon, Alice Cordier aurait gagné depuis longtemps. Hein. J'ai pas raison, la team. Allez, tape là. Elle la met au centre parce que la lutte de libération ne se mène jamais avec un peuple homogène, une direction idéale. Ça aussi, il faudra peut-être rompre avec ce mythe d'un peuple homogène qui serait d'accord sur tout. Ça n'existera pas. Un front n'est ni une fusion, ni une pure cohabitation. C'est une technique politique qui permet d'unifier l'action contre l'ennemi principal, tout en maintenant la lutte interne pour la direction. Autrement dit, unité dans l'action, séparation dans l'organisation, clarté dans le programme. Peut-être une leçon aussi à tirer de tous les débats sur le Front populaire, sur la NUPES, etc. Peut-être qu'on y reviendra, on a préparé une émission peut-être sur le sujet, mais voilà, je répète, unité dans l'action, séparation dans l'organisation, clarté dans le programme. RP insiste sur la rupture avec les directions capitulardes, mais il discute peu des modalités concrètes par lesquelles une force révolutionnaire travaille avec des forces non révolutionnaires ou non marxistes sans se dissoudre, alors que c'est souvent là que se joue la possibilité même d'une hégémonie. Les gens, c'est ça l'anti-gauchisme. C'est on est révolutionnaire, on est marxiste, on est pour la révolution, mais on se rend compte qu'on n'aura pas 60% de la population, 70% de la population. Comment on fait pour être hégémonique ? Il ne s'agit pas d'être sectaire. Vraiment, la stratégie à la lutte ouvrière en mode on est seul de notre côté, les vrais révolutionnaires, ça dégage, les réformistes et tout, ce n'est pas la solution. Comment on fait pour devenir hégémonique ? On est obligé de négocier tout en restant solide sur nos bases avec les partis qui sont là, qui sont révolutionnaires avec nous, et comment faire pour diffuser le plus nos idées, diffuser nos principes et rester hégémonique. Et ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Mais tu es obligé de faire avec. Si tu veux devenir hégémonique, tu es obligé d'avoir cette stratégie-là. Et c'était déjà la stratégie de Lénine, hein, je rappelle. Hein. Après, RB, dans le contexte français, ils sont dans cette démarche de front, que ce soit avec vous, avec d'autres... Attends. Le maximum que peut faire RP, c'est quand même de faire... Attends, quand même, parce que là, ils sont en train de faire cette stratégie avec nous. C'est-à-dire que nous, on est le maximum du réformisme avec qui ils peuvent collaborer. Tu te rends compte quand même ? Je suis désolé, c'est du purisme. C'est du purisme. Si le maximum d'organisations réformistes avec lesquelles tu peux avoir un travail, c'est PDH, frère, fais un effort. Faut faire du contenu culturel grand public, c'est là où vous êtes faible à la Zawa. C'est sûr que c'est pas en lisant un article de Selim Nedi sur la stratégie à adopter en Palestine que je vais faire du contenu grand public. Effectivement, on essaye de faire les deux, hein. Il en faut pour tout le monde. Alors pas du tout, RP, il chie souvent sur LFI en étant de mauvaise foi 2 fois sur 3. Sur ce point, l'expérience palestinienne est un laboratoire cruel. L'unité nationale peut être une condition de survie, mais aussi une forme de neutralisation, si elle se paye par le silence sur les contradictions sociales et les dépendances. C'est précisément pourquoi une politique de front exige une grammaire fine, et pas seulement des anathèmes. Alors, islamo-nationalisme, ne pas excommunier, analyser et agir. Ouh là 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 là. On va sur le sujet chaud, l'islamo-nationalisme. Let's go. Pour rester matérialiste et éviter toute pente anti-islamiste, attention, hein,
Il n'a pas parlé de pente islamophobe, de pente anti-islamiste. Il faut être strict. On n'analyse pas un courant par son vocabulaire religieux, mais par sa base sociale, ses fonctions politiques, ses contradictions et ses formes d'encadrement populaire. Bon là, 90% de la gauche blanche a décroché. Là, c'est en mode non. Alors là, non. Alors non. Allez, salut. Les travaux d'Allage, d'Haute-Pouillard et Rébillard, je rappelle, c'est ce livre, cet excellent livre, sont utiles parce qu'ils obligent à sortir des clichés. Le MJIP, le djihad islamique palestinien, par exemple, ne se réduit pas à une logique de djihad global. Il se pense d'abord comme un acteur palestinien, cherchant l'unité nationale, combinant radicalité externe et pragmatisme interne dans certaines séquences. Cela ne fait pas de ces mouvements une direction suffisante pour une libération, mais cela impose une conséquence stratégique simple. On ne construit pas l'hégémonie en parlant sur les masses depuis l'extérieur. Je vais répéter, on ne construit pas l'hégémonie en parlant sur les masses depuis l'extérieur. On la construit en intervenant dans les formes existantes de mobilisation, en y menant la bataille politique sans les diaboliser ni les idéaliser. Rien à rajouter. On peut donc formuler le cœur du désaccord avec RP de manière nette. L'article identifie des impasses, mais ne propose pas la mécanique stratégique qui permettrait d'en sortir. Or, cette mécanique commence toujours par une question concrète. Quel bloc populaire construire ? Avec quelle force, sur quel programme et par quelle institution de lutte? Il est basé ou il est pas basé hein? Ouais, je le TD a commencé, vous avez beaucoup écrit. Moi, je comprends cette idée grâce aux vidéos de Pacom sur les 100 rois qui m'ont montré comment un discours théologique peut être très politique. Bah oui, évidemment, bah oui. Alors, partie 3, reposer la question nationale, non pas un habillage, mais un terrain réel de l'hégémonie. Si l'on veut sortir d'une critique purement négative, pointer les trahisons, dénoncer les impasses, il faut reprendre la question nationale palestinienne au niveau où elle se joue réellement. Non comme un discours que les élites utiliseraient à volonté, mais comme une forme historique de politisation populaire produite par la colonisation, l'expulsion, la fragmentation du territoire, l'exil et la gestion sécuritaire permanente. C'est aussi, qu'on le veuille ou non, le langage dans lequel se nouent et se dénouent les alliances, les fronts, les unités et les guerres intestines. L'article de révolution permanente a raison de rappeler que des directions bourgeoises ont souvent capturé cette forme nationale pour la convertir en monnaie diplomatique ou en appareil de domination interne. Mais il incline à traiter la nation comme un obstacle à dépasser plutôt que comme un champ de bataille. Or, dans une situation coloniale, ce champ n'est pas optionnel. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il est là. C'est le champ de bataille. C'est l'espace même où se détermine la possibilité d'une politique révolutionnaire. On ne peut pas esquiver la question nationale dans une situation coloniale. C'est pas possible. La stratégie même, et encore pire, ceux qui sont en mode unité prolétaire israélien, prolétaire palestinien, c'est un délire. Wissam qui fait un programme type Pacom sur les sectes de l'islam. Je suis pas, les gens, j'ai pas les lectures de Pacom, même sur les mouvements soufis. Et je pense même que Pacom Tielman a plus lu sur les soufis musulmans que moi. Mais qu'est-ce que tu fais des formes affectives et émotionnelles qui sont transportées dans les discours politiques, religieux ou autres? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire le religieux à une matérialité froide qui est aussi un avis un peu couillon? C'est-à-dire, alors, est-ce qu'il y a un risque de réduire le religieux à une matérialité froide? Non, mais là, l'idée, c'est pas de réduire le religieux à une matérialité froide. Hein. En plus, on peut pas nous reprocher ça avec l'idée à nous qui a de comprendre les affects. Je veux dire, tu peux pas reprocher ça à quelqu'un dont le dernier magazine, c'est quand même légalisons l'opium du peuple, et cette question y est abordée, Womban Taylor. Si ces questions t'intéressent beaucoup, je t'invite à aller voir le 4e numéro du magazine Nous, légalisons l'opium du peuple. Je rappelle que l'opium du peuple, hein, c'est pas la drogue. Hein. Alors, on revient sur mon article. La nation comme forme populaire, ce qu'on rate quand on l'a réduit au nationalisme. Il est sorti le mag? Oui, il est sorti. Ça va arriver les commandes. Ça va arriver, Yastoncine. Dans une colonie de peuplement, l'ennemi principal ne se contente pas d'exploiter. Il organise la dépossession, l'enfermement, la séparation, l'illégalité programmée, la fragmentation des corps et des espaces. Le fait national ici n'est pas une simple idée. Il est une expérience sociale cumulative, une mémoire, une géographie, une administration de l'humiliation, un régime de mobilité et d'immobilité. On ne sort pas de cette forme par la force du raisonnement. On la travaille politiquement.
Sur ce point, la tradition marxiste arabe la plus rigoureuse est souvent plus précieuse que les caricatures occidentales du nationalisme. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marxistes occidentaux qui parlent des Arabes et des militants arabes avec une forme de mépris sans avoir vraiment lu les marxistes arabes. Mais même sans avoir vraiment lu les militants arabes. Et je trouve que, alors là, je vais peut-être choquer, et c'est là où j'aime beaucoup Malm, mais je trouve que notamment le discours sur le Hezbollah, le discours sur Nasrallah, sans faire l'éloge de Nasrallah, hein, pas du tout, hein, mais il y a des caricatures sur les discours du Hezbollah ou sur les discours de Nasrallah, ça se voit qu'ils n'ont jamais lu, ça se voit qu'ils n'ont jamais écouté, ça se voit qu'ils se sont jamais penchés, et je parle de la gauche, hein. Je parle pas de la droite, l'extrême droite, c'est des racistes, il n'y a pas de souci. Mais la gauche, avec leur attitude méprisante, culturaliste, sur ces mouvements-là, dans les pays arabes, ça se voit qu'ils n'ont pas lu et qu'ils les prennent pour des sauvages. Qu'ils prennent ces gens-là comme des sauvages, sans comprendre qu'eux-mêmes ont une réflexion. Et qu'ils sont loin de tous ces clichés-là. Et je rappelle que, pour montrer à quel point, je rappelle qu'il y a encore en France l'idée qu'il y a des antisémites encore en France qui sont en mode, Israël domine les États-Unis. Je rappelle que le Hezbollah et Nasrallah, ça fait des années qu'ils disent, Israël est le petit Satan, les États-Unis est le grand Satan. Hein? Et ça, c'est une lecture antisémite. Avec l'idée de, non, c'est pas les Juifs. Hein. Le grand Satan, c'est les États-Unis. Autrement dit, l'impérialisme. Mais parce que la gauche prend ces gens-là pour dire... Dès qu'ils voient... La gauche, mais il faut voir... La gauche, dès qu'ils voient un barbu du Moyen-Orient, c'est un sauvage. Je suis sûr, il est antisémite, il est homophobe et tout. Ça m'énerve, ça me rend fou. Vous ne lisez pas ces gens, vous êtes des racistes. Voilà. Mehdi Hamel insiste sur une idée décisive. En conditions coloniales, la libération nationale n'est pas un prélude moral à autre chose. Elle a une dimension constitutive du processus révolutionnaire lui-même. Précisément parce que l'État colonial organise la formation sociale entière. Cela ne signifie pas que toute politique nationale est progressiste, encore moins que toute direction nationale mérite soutien. Cela signifie qu'on ne comprend rien à la dynamique des masses si l'on traite la nation comme une simple superstructure interchangeable. La vraie question, pas nation ou classe, mais qui dirige le bloc national populaire. Voilà. Une stratégie matérialiste ne pose pas le problème en termes de purification, sortir du national, enfin devenir de classe. Elle pose la question en termes d'hégémonie. Quelle force sociale, quel programme, quelle institution conduisent la lutte nationale et à quelle fin? Parce qu'on rappelle, pour lui, il faut sortir du national pour devenir classe, ça n'a pas de sens. La lutte des classes dans un pays colonisé, elle prend la forme d'une lutte d'indépendance nationale. Donc plutôt de dire, ah non, pas de lutte nationale, il faut être une lutte de classe, vous dire, ok, vu que la lutte de classe là prend la forme de la lutte nationale, comment devenir hégémonique, nous, les marxistes révolutionnaires, dans cette lutte d'indépendance nationale, vu que c'est la lutte de classe? C'est ici que l'histoire des organisations arabes et palestiniennes sert d'école. L'articulation nationale sociale n'est ni automatique ni paisible. Elle se fait à travers des crises d'organisation, des débats de ligne, des dépendances régionales, des tentatives de fusion, des scissions, bref, par un travail politique concret, pas par un schéma. Je pense que certains gauchistes ont une angoisse, c'est que grand Satan, les blancs, petit Satan, les juifs. Ah non, mais alors faut être un débile quoi. Mais je pense que surtout ils sont les musulmans, grand Satan, vous avez qu'une vision, vous êtes islamistes. Ce que l'histoire enseigne, c'est que l'alternative n'est jamais nationale pure contre sociale pure. L'alternative réelle est nationale sous hégémonie bourgeoise, qui conduit à la négociation, à la gestion, à la police, ou nationale populaire sous hégémonie populaire, qui transforme l'unité en instrument de lutte et non en clôture. De ce point de vue, le bilan sévère de RP sur Oslo et la mutation du Fatah est utile, mais il manque une précision stratégique. Ce n'est pas seulement un mauvais choix ou une capitulation, c'est la stabilisation d'un bloc social déterminé avec ses intérêts, ses ressources, sa rente politique et ses appareils. Une stratégie révolutionnaire ne répond pas à cela par un rejet moral. Elle répond par une contre-construction, institutions populaires, autonomie matérielle, cadre d'organisation, programme et politique de front. 3. Une unité nationale, pas une vertu, une technique de guerre politique. Un des points les plus sensibles et souvent maltraités par la gauche est celui de l'unité nationale. On oscille entre deux erreurs. Première erreur, l'unité comme fétiche
qui interdit la critique, neutralise les contradictions sociales et finit par protéger les appareils dominants. Donc ça, c'est l'idée de « Ah non, 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 il ne faut pas de débat interne, il ne faut pas critiquer l'unité, non, 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 il ne faut pas, non, non, il faut unité à tout prix. Unité à tout prix. Hein, ça me rappelle certains streamers. Arrêtez de vous embrouiller en fait là. Arrêtez de vous embrouiller. Il faut l'unité. Les gens en ont marre de vos embrouilles. Non, c'est l'unité à tout prix. Je dirais pas qui je vise parce qu'après je vais me faire critiquer. Seconde erreur, l'unité méprisée comme compromis. Au nom d'une ligne pure, ce qui revient souvent à laisser intact le monopole de la représentation populaire par les forces dominantes. Donc en gros, il faut éviter les deux écueils. Ceux qui sont en mode unité à tout prix. On ne parle pas contradiction, on ne parle pas tout ça. Non, 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 on fait juste l'unité. Et ceux qui sont anti-unité à tout prix. Voilà. Il faut être entre les deux. Voilà. Unité, mais en mettant en place aussi les contradictions. Et on comprend mieux notre position par rapport à la France insoumise et par rapport au NUPES, au NFP, etc. Alors, l'unité en situation coloniale n'est ni absolue ni un tabou. C'est une question d'efficacité politique. Elle peut être vitale pour tenir contre la fragmentation imposée, mais elle peut aussi devenir une camisole si elle sert à étouffer la bataille d'hégémonie. L'unité n'est pas seulement un slogan des directions séculières, on la retrouve comme objectif explicite dans certaines organisations islamo-nationalistes, mais sous une forme pragmatique. Limiter les affrontements intestins, préserver des passerelles, maintenir un cadre d'action nationale, tout en conservant une radicalité contre l'occupant. Ce constat ne valide aucune direction. Il impose une exigence stratégique. Si l'unité est un terrain, alors la question devient comment la disputer et pas comment la nier. La conséquence pour nos critiques de RP. C'est ici que notre désaccord avec RP peut être formulé de manière tranchante mais juste. Il annonce. RP voit bien la capture bourgeoise de la cause nationale. Mais l'article tend à conclure comme si la lutte nationale devait être dépassée par un saut direct vers une politique de classe déjà constituée. Ce qui revient en pratique à se placer à côté du mouvement réel. Une stratégie matérialiste part de l'inverse. Puisqu'on ne choisit pas la forme nationale, elle est imposée par la structure coloniale, c'est important de dire ça. La lutte d'indépendance, la lutte nationaliste, c'est pas qu'on aime ça, c'est que le schéma colonial l'impose. Tu peux pas l'esquiver, c'est pas possible. Il y a une colonisation. Tu es obligé de passer par là, tu peux pas l'esquiver. Elle est imposée par la structure coloniale. On doit y mener une bataille prolongée pour l'hégémonie, en combinant front d'action, autonomie politique, organisation populaire et programme. Reste alors la question la plus délicate et souvent la plus mal posée. Comment mener cette bataille d'hégémonie dans un champ palestinien où les formes islamo-nationalistes jouent un rôle central, sans tomber ni dans l'anti-islamisme de principe, ni dans le romantisme de la résistance pure. Islamo-nationalisme, analyser sans excommunier, lutter sans se dissoudre. Si l'on veut parler de stratégie sans tricher, il faut affronter un fait massif. Dans la Palestine contemporaine, une part décisive des formes d'encadrement populaire, de discipline collective, de travail social et de résistance armée s'est reconstituée partiellement autour d'organisations se réclamant de l'islam. On est désolé, c'est comme ça. Les gauchistes, il va falloir vous y faire. Vous ne pouvez pas, vous parlez de la Palestine, vous ne pouvez pas faire sans l'islam. Que vous aimez ou pas l'islam, il va falloir vous y faire, c'est là. Et vous pouvez pas juste proclamer en mode non, aucune référence à l'islam. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est là. Voilà. Faut vous y faire. On peut le regretter, s'en réjouir ou s'en tenir à distance. Cela ne change rien au problème. Une politique matérialiste ne commence pas par dire ce qui devrait exister. Elle part de ce qui existe. Et elle demande qu'est-ce que cela produit, pour qui, contre qui et avec quelle contradiction. C'est précisément le point où une partie de la gauche bascule dans un double piège. Soit l'anti-islamisme de principe, qui confond analyse et réflexe identitaire, soit le romantisme de la résistance pure, qui suspend toute critique dès lors qu'il y a confrontation armée avec l'occupant. Surtout que lui, il n'est pas en mode idéalisation, éloge, etc. Non, il est en mode, non, faut être objectif. Analyse concrète de la situation concrète. Le premier est politiquement stérile, le second est politiquement dangereux. La question stratégique est ailleurs. Comment disputer l'hégémonie au sein d'un bloc populaire
où ces forces comptent sans les diaboliser ni s'y dissoudre. Parce qu'il n'est pas en mode « Allez, vive l'islamo-nationaliste, ah juste, devenons islamo-nationaliste !» C'est pas du tout son programme, hein. C'est pas ça son programme. Il y a du boulot alors, la gauche blanche de mon village est islamophobe, bah oui je sais. Sortir de la fausse opposition, religion versus progrès. Une clé ici est de refuser le cadre purement civilisationnel, qui parasite trop de discussions. Le critère déterminant n'est pas l'étiquette religieuse, mais le rapport social et politique qu'une force contribue à stabiliser ou fissurer. Le conflit décisif n'oppose pas foi et raison. Les débiles culturalistes qui analysent tout à coup de religion, islam, etc. Donc le conflit décisif, d'ailleurs, il faudra que je me fasse un serment d'Axe. Je ne sais pas si vous avez vu un serment d'Axe, le zététicien modéré et tout, qui rigole avec les fachos et tout de Jacques Le Fou. Enfin les fachos. Les réacs, comment ça s'appelle, de l'apostat de Cassius Lady et tout, je rappelle qu'ils votaient Zemmour et tout, qui rigolent avec eux. Voilà, on rappelle. Mais il faudra que je me fasse un serment d'Axe. Il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on en parle un de ces quatre parce que j'en peux plus de lui. J'en peux plus. Bref, le conflit décisif n'oppose pas foi et raison, mais prêt à débattre avec Assermandax quand il veut. Quand il veut, Assermandax. Et on va discuter de la religion d'un point de vue matérialiste. Je vous le dis, je vous le dis clairement. J'ai une vision plus matérialiste de la religion que Assermandax. Beaucoup plus matérialiste de la religion que lui. Et je suis prêt à débattre avec lui. Et on va avoir un vrai débat politique avec Assermandax. Non pas savoir si Dieu existe ou pas, je m'en bats les couilles. De savoir qu'est-ce qu'on fait politiquement de la religion. Quelles sont les politiques à mener. Prêt, mais 100% prêt. Je n'en peux plus de ces positions-là, idéalistes de merde là. Et, il est seulement capable de faire un débat en mode non, Dieu n'existe pas. Non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bah si, je veux lui montrer ce que c'est une vraie analyste matérialiste de la religion. Je vais dire, une vraie en 2026, vu l'état du monde, vu les politiques islamophobes, vu la montée du fascisme, je vais lui montrer qu'un vrai matérialiste, quand il parle de religion, il parle de l'islamophobie, il parle des politiques réactionnaires, il parle de la danger du fascisme de l'extrême droite. Il va pas dans le truc Dieu n'existe pas. Alors les musulmans, je comprends pas ce que vous faites, Dieu n'existe pas. Je veux lui faire comprendre ça. Vraiment, je n'en peux plus de lui. À quand la partie 2 sur l'islam, Marie? À quand la partie 2 sur l'islam? Ça fait 1 mois que j'ai donné mon texte à Milan et Marie. Parce que en plus, ils me pètent les couilles en mode non mais donne, on va les relectures, on va relire ton texte et tout. Ça fait combien de temps? Voilà, 1 mois. 1 mois qu'ils ont mon texte. 1 mois qu'ils ont pas relu. Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Vous voulez que je vous montre Lulu? Lulu? Ça va mon bébé? Ça va mon petit cœur? T'es belle, t'es belle. C'est dur de trouver du bon petit personnel de nos jours. Mais les gens, c'est eux qui ont dit non mais Wissam, la prochaine fois que t'écris, tu nous envoies, on refait une lecture, on fait des relectures, on te donne des petits trucs et tout. Voilà, j'attends juste le retour quoi. Honnêtement, je trouve que tu tapes à côté dans ta critique d'Assermandax. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Pourquoi je tape à côté dans ma critique d'Assermandax? Vas-y, dis-moi. En fait, il va sûrement essayer de retourner le propos en disant que la religion est un outil par la politique pour créer de la haine et être encore plus fasciste. Mais moi, il y a toujours le débat. Ok, allez, Assermandax fait une critique de l'islam pour lutter contre le fascisme. Et donc, pourquoi il fait une critique de l'islam? Pour lutter contre le fascisme. Donc, ça veut dire que sa motivation majeure, c'est lutter contre le fascisme. Mais donc, quand tu luttes contre le fascisme et que tu es en France, est-ce que ton combat premier, ça doit être une critique de l'islam? Je ne crois pas. Si ta motivation première, c'est critiquer le fascisme, alors ta priorité ne doit pas être la critique de l'islam en France. Simple. Je ne pense pas que ce soit le risque fasciste premier en France. Alors, le conflit décisif n'oppose pas foi et raison, mais l'acceptation d'un ordre de domination et les formes de défis qu'il rencontre dans une formation sociale donnée. Et d'ailleurs, aussi petite parenthèse, ils adorent critiquer les croyances, ils adorent critiquer les mythes, ils adorent critiquer, tu sais, tout ça là. Vous êtes des croyants, vous croyez n'importe quoi. Pourquoi il n'y a quasiment aucune vidéo de zététicien sur le mythe national? Sachant comment c'est dangereux le mythe national. Ça a mené 2 guerres mondiales, les mythes nationaux. Ça a mené des guerres et des guerres et des guerres. Comment ça se fait que les zététiciens n'ont jamais une critique, n'ont jamais une déconstruction des mythes nationaux? Parce que ça aussi c'est une croyance, La France éternelle, etc. Le mythe universaliste qui amène des gens à faire la guerre. La guerre. Appliqué au champ palestinien, cela implique une règle simple. On ne classe pas un mouvement islamiste en fonction de sa rhétorique, mais en fonction de sa base sociale, classe et fraction mobilisée, de ses fonctions
encadrement, redistribution, discipline, contrôle, service de ses alliances et dépendances et des contradictions qu'il ouvre ou qu'il ferme dans la lutte nationale. Cette méthode a un avantage politique immédiat. Elle interdit le glissement anti-islamiste parce qu'elle ne parle pas des croyances mais des rapports de force. Le djihad islamique palestinien, un cas qui oblige à la précision. Le livre de Wissam Alge, Eugénie Rébillard et Nicolas Dodepouillard, je rappelle, ce livre-là, il s'appelle Wissam, est précieux pour une raison. Il montre dans le détail combien des catégories rapides, islamisme, djihad, radical, réactionnaire, produisent souvent plus de paresse que d'intelligence. Le mouvement du djihad islamique palestinien apparaît comme un acteur palestinien dont l'horizon est la lutte contre Israël et non l'exportation d'un djihad déterritorialisé. Donc en gros, il est en train de dire le djihad islamique, ce n'est pas Daesh. Il se caractérise par une radicalité dirigée vers l'ennemi colonial, tout en adoptant sur plusieurs séquences une posture plus prudente dans l'ordre interne. Pas de programme d'islamisation coercitive comparable à d'autres expériences et une insistance récurrente sur des formes d'unité nationale, au sens évidemment au sens d'évitement des guerres intestines et de maintien d'un cadre palestinien commun. Notamment le djihad islamique, c'est celui qui œuvre le plus à l'alliance entre les organisations palestiniennes, notamment à l'alliance entre le Hamas et le FPLP. Le djihad islamique, ils sont vraiment en mode « Ah non mais les gars, arrêtons de nous faire la guerre !» Il faut être unis contre la colonisation. Ce point est décisif pour notre critique de RP. Non pas pour réhabiliter qui que ce soit, mais pour rappeler ceci. Si une organisation islamo-nationaliste peut combiner une forte capacité de résistance et une politique d'unité interne, alors on ne peut pas traiter l'ensemble du champ islamiste comme une simple impasse stratégique à excommunier. On est obligé de raisonner plus finement en termes de tendance, de contradiction, de configuration et de possibilités d'intervention. On arrive... Oula, ah oui, oh putain. Waouh. Je me dépêche. En fait, on aura eu le temps de lire que cet article. Je lirai Marianne aussi. Je suis désolé, je pensais pas qu'il était aussi long l'article. Ouais, c'est long. Ce que l'article de RP rate ici, la différence entre critique politique et disqualification. L'article de Révolution permanente tend à enfermer les formes islamistes dans une formule globale. Elles seraient incapables de rompre avec l'orientation qui a mené à l'impasse, même lorsqu'elles incarnent la résistance armée. Le problème n'est pas de critiquer. Une critique marxiste peut être très dure, y compris envers des forces populaires réelles. Le problème est la forme stratégique de la critique. Une critique opératoire devrait répondre à des questions concrètes. Quel rapport de force, quelle dépendance régionale, quel compromis, quelle ouverture. Je vais un peu vite parce que là il se répète un peu. Sans ces questions, la critique devient une disqualification. Et la disqualification a un effet politique connu. Elle laisse intacte la capacité de ces forces à représenter le peuple tout en plaçant la gauche révolutionnaire dans la position confortable et stérile de témoins extérieurs. Une orientation matérialiste, front d'action, séparation organisationnelle, bataille d'hégémonie. Si on veut rester à la fois matérialiste et non anti-islamiste, une ligne minimale devrait tenir ensemble trois exigences que peuvent sembler contradictoires mais ne le sont pas. Un front d'action contre l'ennemi colonial, là où la colonisation fragmente, l'unité d'action est une condition de survie. Elle implique ni l'adhésion idéologique, ni le silence sur les contradictions sociales, elle implique une hiérarchie des combats. Dans l'affrontement principal, l'unité tactique peut être nécessaire. Une séparation organisationnelle et programmatique claire. Je suis fatigué, en fait je vais aller lire, je vais aller vite. L'unité d'action n'est pas la fusion. L'erreur historique de nombreuses forces révolutionnaires dans les contextes comparables a été de confondre front et dissolution. L'expérience palestinienne l'a payé cher. Dès que l'autonomie matérielle et organisationnelle est perdue, la ligne devient une opinion. Une bataille patiente d'hégémonie au sein du bloc populaire. L'enjeu n'est pas d'arracher les masses à leur forme régionale ou nationale ou religieuse par décret, mais de déplacer progressivement la direction politique en liant la lutte nationale à des intérêts sociaux, à des formes de pouvoir populaire et à une capacité d'organisation durable. Bon, là on l'a déjà lu. Reste une question que l'on ne peut pas éviter. Si la bataille d'hégémonie ne se mène ni par l'excommunication, ni par la fusion, alors il faut parler du thé central de toute stratégie de libération. Le front, ça il l'a déjà dit. Là il se répète un petit peu, c'est libre. Le front comme instrument, pas comme slogan. À ce stade, une chose devient claire. Parler de stratégie en Palestine, c'est forcément parler de front. Non pas au sens d'une formule magique, l'unité, mais au sens d'une technique politique difficile, pleine de risques, qui vise à organiser l'action contre l'ennemi principal sans abandonner la lutte pour la direction du mouvement. C'est exactement le point où l'article de RP reste en suspens. Donc ça, on l'a déjà dit. Le front n'est pas la fusion, on l'a déjà dit. C'est un agencement instable, fait pour durer. Dans une formation coloniale,
distinction est vitale. L'ennemi cherche justement à casser toute capacité d'action collective par la division territoriale, la guerre psychologique, l'asphyxie économique et la concurrence entre appareils. Un front d'action peut... D'ailleurs, c'est important de rappeler que la colonie marche par la division. Okay, c'est la stratégie coloniale première. Créer des guerres intestines, créer des guerres internes. Ça a été aussi la stratégie employée en Algérie. Voilà, de faire en sorte que les organisations ne soient pas unies et se fassent la guerre. La tradition du mouvement palestinien connaît cette ambivalence de l'intérieur. Aucune organisation ne peut se contenter d'une radicalité déclarative et d'une bravoure armée. Sans programme, sans analyse des forces, la lutte condamne à l'improvisation et l'improvisation finit toujours par coûter politiquement au camp populaire. Ce qu'il vise, au fond, c'est la même question. Comment un front devient-il pas un paravent derrière lequel des appareils gèrent la lutte ou l'échange au lieu de la conduire? C'est ici que l'on doit être précis sur les États et les régimes de la région. L'article de RP a raison de rappeler l'instrumentalisation parfois cynique, parfois sanglante, dont la cause palestinienne a souvent fait l'objet. Mais une stratégie ne se contente pas d'affirmer rupture avec les régimes. Elle doit distinguer ce qui relève du soutien tactique, logistique, sanctuaire, flux matériel, de la dépendance stratégique et de l'intégration organique. La question de l'autonomie n'est pas secondaire, elle est souvent la condition matérielle pour que la ligne ne soit pas qu'un discours. Or, c'est là que l'on peut retourner RP contre lui-même, mais sans polémique. En dénonçant justement les formes de collaboration et de dépendance, RP laisse entendre qu'il suffirait de se tenir pur pour échapper aux mécanismes d'absorption. En réalité, dans un champ colonisé et militarisé, ce qui protège une force populaire, ce sont des ressources, des réseaux, des cadres, une implantation sociale, une capacité d'éducation politique et des formes de décision qui rendent l'appareil redevable aux masses. Sans cela, on peut proclamer 1000 fois l'indépendance, on la perdra au premier étranglement. Dans une formation coloniale, la question n'est pas seulement de s'opposer à l'impérialisme, elle est de construire au sein même du bloc national une direction capable de lier libération nationale et intérêts sociaux populaires. Autrement dit, de faire de l'unité un instrument de lutte, pas un couvercle. D'ailleurs, ça c'est un gros débat, ça c'est une grosse question. C'est quelle stratégie, quelle attitude doit adopter la Palestine envers les régimes arabes? Et c'est compliqué, parce que la Palestine, et les régimes arabes, et pas seulement les régimes arabes, même les régimes dans la région. Par exemple, quelle stratégie doit adopter, quelle attitude doit avoir les Palestiniens vis-à-vis de l'Iran? Sachant que, comment feraient les Palestiniens sans l'Iran, en ce moment, actuellement? Ça ne veut pas dire que, historiquement, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ils peuvent faire sans l'Iran, mais c'est compliqué. Quelle stratégie ils doivent adopter envers le régime iranien, sachant que le régime iranien est celui qui leur finance des armes? La ligne est compliquée. Et c'est trop facile de dire « Oh non, mais n'importe quoi, autonomie, restez seul, révolution de classe, nique les régimes. » Ouais, mais bon, t'es palestinien, t'es un peu bon. Comment je la fais ta révolution sans soutien? Cela vaut aussi pour l'unité nationale à l'intérieur du champ palestinien. On a trop souvent une discussion moraliste. L'unité serait une vertu en soi, ou bien une compromission en soi. La réalité est plus durable, l'unité est une fonction. Elle sert soit à empêcher la colonisation d'exploiter les fractures, soit à protéger des appareils qui se financent et se reproduisent dans la division. L'unité n'est donc pas seulement un mot d'ordre des élites séculières, elle peut être une politique concrète. Contenir la guerre interne, préserver un cadre palestinien, maintenir des passerelles, sans que cela prouve la bonté d'une direction. Ce genre de précision oblige à sortir des jugements globaux et donc à penser stratégiquement. Que faire dans l'unité, dans telle séquence, qui en profite, qui la paye, etc. Au fond, la question du front se résume à une exigence simple mais lourde. Tenir ensemble l'unité d'action contre l'ennemi principal et lutter pour l'hégémonie au sein du peuple. Bon, ça on l'a déjà vu, C'est long. La lutte armée, ni fétiche, ni faute morale. Une question... Oula. Une direction politique. Attends, je veux lire ça. Arrivé à ce point, on touche le nœud le plus sensible et sans doute le plus maltraité des débats sur la Palestine. La lutte armée. C'est ici que les discussions basculent le plus vite soit dans la célébration incantatoire, soit dans la mise à distance morale. Or, d'un point de vue matérialiste, ces deux postures sont également stériles. La question n'est pas de savoir si la violence est bonne ou mauvaise, mais ce qu'elle fait politiquement, à qui elle profite et dans quelle architecture stratégique elle s'inscrit. On lit ce chapitre parce qu'il est intéressant sur la violence. L'article de Révolution permanente formule une critique juste lorsqu'il affirme que la violence, lorsqu'elle est coupée d'une stratégie, peut se retourner contre ceux qu'elle prétend défendre. Mais cette critique reste incomplète
tant qu'elle ne débouche pas sur une doctrine positive. Dire que la violence sans stratégie est une impasse ne suffit pas. Encore faut-il dire quelle articulation entre lutte armée, organisation populaire et direction politique permet d'éviter cette impasse. À défaut, on reste dans une position négative qui dénonce sans orienter. La tradition révolutionnaire palestinienne a pourtant produit très tôt des formulations d'une grande sobriété sur ce point. Le FPLP insiste dès la fin des années 60 sur une idée simple et dure. Porter les armes n'est jamais en soi une garantie de radicalité ni d'efficacité. D'ailleurs ça, il faut le dire à tous les puristes. À tous les puristes et à tous les bandeurs de violence et de lutte armée. Ouais, la lutte armée, ouais, la lutte armée. Je répète cette phrase. Porter les armes n'est jamais en soi une garantie de radicalité ni d'efficacité. Sans analyse concrète de la situation concrète, sans appréciation des forces, sans programme politique clair et sans organisation capable de durer, la lutte armée se réduit à une succession d'actes héroïques. Et l'héroïsme, laissé à lui-même, est politiquement coûteux. Ce rappel n'a rien perdu de son actualité. Il vise moins les combattants que les directions. Ce sont elles qui transforment l'action armée en stratégie ou qui la laissent dériver en substitut de politique. Dans une situation de colonisation de peuplement, la lutte armée n'est ni contingente ni facultative. Elle s'impose d'une manière ou d'une autre parce que l'ennemi n'exerce pas seulement une domination économique ou juridique, mais un contrôle militaire permanent appuyé sur la terreur, l'encerclement et la punition collective. Mais reconnaître cela ne dit encore rien de son usage politique. Une action armée peut renforcer la capacité d'auto-organisation populaire. Elle peut aussi la court-circuiter. Elle peut ouvrir des espaces de mobilisation. Elle peut aussi concentrer toute la légitimité sur un appareil militaire au détriment du pouvoir populaire. C'est ici précisément que la critique de RP manque de profondeur stratégique. En soulignant à juste titre que certaines séquences de lutte armée ont servi l'ennemi en isolant la population ou en facilitant la répression, l'article suggère que le problème réside principalement dans le choix de la violence elle-même. Or, l'histoire palestinienne, comme d'autres histoires de libération, montre que le problème est rarement l'existence dans la lutte armée, mais sa substitution à la politique. Attendez, je me repose un petit peu. Après, je fais juste la conclusion, parce que après, de toute façon, c'est juste la conclusion. Lorsque l'action militaire devient le lieu exécutif de la décision, lorsque les masses sont réduites au rôle de spectatrices ou de victimes collatérales, lorsque la stratégie se confond avec la capacité de nuisance, alors la lutte s'épuise, même si elle se maintient longtemps. On va lire la conclusion du chapitre. En situation coloniale, le problème n'est jamais de choisir entre violence et non-violence, comme entre deux morales concurrentes. Le problème est de savoir si la lutte, armée ou non, contribue à déplacer le rapport de force en faveur des classes populaires ou si elle consolide, sous couvert de radicalité, des formes de pouvoir séparées. Appliquée à la Palestine, cette perspective interdit deux raccourcis symétriques. Celui qui sacralise la résistance armée comme essence de la libération et celui qui la condamne comme impasse sont proposés d'alternatives crédibles dans un contexte de domination militaire totale. On peut la formuler en ligne simple mais exigeante. La lutte armée ne peut être qu'un moment d'une stratégie de libération, jamais son substitut. Elle doit être subordonnée à une direction politique capable d'articuler unité nationale, organisation populaire, bataille d'hégémonie et horizon régional. C'est précisément ce chaînon que l'article de RP appelle sans le construire. Une doctrine qui permet de juger non pas la violence en général, mais son inscription dans un projet de pouvoir populaire. C'est à partir de là que la dernière question stratégique s'impose. Si la lutte armée, le front et la bataille hégémonie ne suffisent pas isolément, comment penser les chaînes régionales, non comme une incantation, mais comme un champ de force, de contradiction et de possibilités. On va direct à la conclusion. Allez, je lis ça. Les gens, c'est juste que ça me paraît super long parce que je parle depuis 1h30 là. Je n'en peux plus. C'est ici que l'on peut formuler sans polémique mais avec netteté le désaccord final avec RP. Ah, enfin! L'article identifie correctement la nécessité d'un horizon régional, mais faute de penser les médiations, il transforme cet horizon en substitut de stratégie. Or, du point de vue marxiste-léniniste, ce sont précisément les médiations, fonds, organisations, institutions populaires, lutte d'hégémonie, temporalité différenciée, qui font la différence entre une orientation révolutionnaire et une posture. Au terme de ce parcours, le désaccord avec l'article de révolution permanente peut être formulé simplement. Le texte pose des bonnes questions et il nomme des impasses réelles, mais il reste prisonnier d'une illusion fréquente à gauche. Croire qu'il suffit d'énoncer des principes justes pour produire une stratégie. Or, la libération de la Palestine ne se jouera ni dans la pureté idéologique, ni dans l'excommunication
mais des formes existence de résistance dans l'invocation incantatoire d'un horizon régional. Elle se jouera dans la lutte prolongée pour l'hégémonie au sein d'un bloc populaire anticolonial réel, traversé des contradictions, où se combinent l'unité d'action et conflits politiques, résistance armée et organisation des masses, autonomie stratégique et inscription régionale concrète. Même Selim il s'est fatigué sur la fin. Ce que l'histoire du mouvement palestinien, du marxisme arabe révolutionnaire et des luttes anticoloniales enseigne, c'est une leçon peu spectaculaire mais décisive. On ne choisit pas les formes initiales de la lutte, mais on peut choisir de les transformer. Et cette transformation ne se fait ni par décret, ni par surplomb, mais par un travail politique patient, conflictuel, souvent ingrat. Le seul, pourtant, qui permette à une cause juste de devenir une force capable de vaincre. C'était un article incroyable. S'il vous plaît, le chat, s'il vous plaît, je suis trop fatigué. Est-ce que vous pouvez faire la conclusion pour moi, pour la vidéo YouTube? Vidéo YouTube, conclusion du chat. Allez, c'est le chat qui fait la conclusion. Regardez, c'est là. Merde, attendez. C'est là. Conclusion du chat, let's go. Ouais. N'oubliez pas de dire de soutenir le stream. N'oubliez pas. Mais oui, en fait, en vrai, l'article est excellent. Mais je pense qu'il aurait fallu une autre lecture pour raccourcir. Mais excellent article, voilà. Moi je dis victoire par KO de Selim Nedi sur RP.